T'as envie de partir au Japon et tu ne sais pas par où commencer? Pas de panique, dans cette vidéo je vais te donner les 6 étapes à suivre et plein de conseils pour maximiser tes chances d'obtenir ton PVT. La première étape, c'est la plus simple, ça va être de vérifier que tu réponds aux critères d'éligibilité du PVT. Ça peut paraître bête, mais s'il y a un critère auquel tu ne réponds pas, eh bien ton dossier ne sera même pas étudié. Donc tu dois être français, tu dois être âgé de 18 à 30 ans, jusqu'à la veille des 31 ans, c'est sur l'ambassade du Japon, ce qui veut dire qu'en fait tu peux déposer ta demande en ayant 30 ans et partir en ayant 31 ans. Mais au dépôt de la demande, tu dois avoir maximum 30 ans. Tu ne dois pas avoir bénéficié de ce visa avant, donc si tu as déjà fait un PVT au Japon, ça passera pas. Tu ne dois pas avoir d'enfants, enfin en tout cas pas être accompagné d'enfants, tu dois être en bonne santé, et tu dois aussi avoir une preuve de ressources, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour vérifier que tu réponds bien aux critères, tu peux t'aider soit du site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans la section PVT, mais aussi du site de l'ambassade du Japon où tout est clairement indiqué. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Une fois que tu as vérifié ton éligibilité, félicitations, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape qui va être d'envoyer un mail à l'ambassade du Japon pour prendre un rendez-vous. Donc dans ce mail, tu vas leur préciser quelques informations comme ton nom, ton prénom, une copie de ton passeport, tes disponibilités éventuelles, ton adresse, etc. Je vais te donner un conseil, ça va être de bien anticiper ta demande de rendez-vous parce que les délais peuvent être assez longs. Pour te donner une idée, moi ça a pris à peu près 3-4 mois entre le moment où j'ai envoyé le mail et le moment où j'ai eu mon rendez-vous pour déposer mon dossier. Donc anticipe-le bien, parce que si tu veux partir assez rapidement, il faut éviter de trop traîner. La troisième étape, ça va être la constitution de ton dossier. Alors là, c'est la phase la plus longue, mais normalement, tu as largement le temps, puisque ton rendez-vous à l'ambassade est quelques semaines à quelques mois plus tard. Donc tu as largement le temps de bien peaufiner tout ton dossier. Tu vas devoir fournir donc ton passeport, un certificat médical de maximum 1 mois à la date où tu vas déposer ton dossier, tes preuves de ressources, donc à peu près 4 500 € sur un compte de type livret A ou un compte courant. Attention, il ne faut pas que ce soit de l'épargne bloquée, parce que sinon ça ne passera pas. Et là aussi, il faut que ce soit maximum 1 mois. Au pire, si jamais tu n'as pas l'argent, tu peux très bien demander à de la famille ou à des amis de te faire un virement de la somme manquante 1 mois avant, et comme ça, le temps que tu aies ta preuve de ressources de la part de la banque, ça passe et ensuite tu fais le virement dans le sens inverse. Si t'as pas les 4 500 €, tu peux aussi avoir 3 100 €, mais dans ce cas-là, il faudra que tu aies ton billet d'avion retour. Ça, je te le déconseille parce que tu sais probablement pas quand tu vas revenir exactement, donc il vaut mieux quand même avoir les 4 500 € sur un compte, ça te laisse beaucoup plus de liberté et d'agilité, on va dire. Ensuite, tu vas devoir avoir un CV en français ou en anglais, donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, il faut essayer de le faire proprement, en détaillant tes expériences, études et hobbies, et ensuite tu as le formulaire de demande de visa à compléter, donc ici non plus, rien de très compliqué. Là où ça va se compliquer, c'est pour la lettre de motivation et surtout pour ton plan de séjour. Pour la lettre de motivation, c'est une page en anglais ou en français. L'objectif, ça va être de répondre à la question « Pourquoi on devrait te donner le visa à toi et pas un autre ?» Il faut savoir qu'il y a 1800 places pour les Français, et donc pourquoi est-ce que toi tu en mérites une plus que les autres? Il va falloir être concis, donc c'est pas la peine de faire 10 pages, mais il faut être vraiment précis. Donc exit toutes les phrases du style « j'aime le Japon, j'ai toujours été intéressé par la culture japonaise, j'aime les mangas, je collectionne les Pokémon, etc. » C'est pas assez précis, c'est trop bateau en fait. Il faut que ta lettre de motivation soit structurée, donc sur la forme en paragraphe, et à chaque fois, il faut donner des arguments et des exemples précis. Donc si tu as été au Japon par exemple, tu peux le dire. Si tu es passionné de cuisine japonaise, tu peux le dire aussi. C'est mieux si tu peux préciser qu'est-ce qui t'intéresse en particulier, pourquoi ça te passionne. Si tu as fait du judo, par exemple, tu peux aussi préciser que tu aimerais en apprendre plus au Japon, ça peut être intéressant, mais en tout cas, il faut qu'on comprenne que ton projet est réfléchi et que tu t'es pas juste levé un matin en disant tiens, j'ai bien envie d'aller au Japon, allez, je vais faire ma demande de PVT. Pour ton projet de séjour, là c'est un peu la même chose, mais il va falloir détailler encore plus. En fait, il va falloir montrer que ton projet est cohérent et encore une fois qu'il est réfléchi, même si tu peux évidemment le changer par la suite. En fait, il ne cherche pas à savoir exactement ce que tu vas faire jour par jour, mais plutôt si tu as réfléchi à ton voyage ou si tu pars sur un coup de tête. Tu vas donc devoir détailler comment tu vas remplir ton année au Japon, les villes que tu vas visiter, les activités que tu vas faire, et budgétiser tout ça. Est-ce que tu vas travailler pour financer ton voyage ou pas? Ne dis pas par contre que tu vas travailler 100% du temps, même si c'est vrai, parce que ça va pas du tout leur plaire. C'est pas un visa pour travailler à la base. Et à l'inverse, ne dis pas non plus que tu ne comptes pas du tout travailler si tu pars seulement avec tes économies. Parce que là, ils vont se demander comment tu vas financer ton voyage. Et donc, ça peut indiquer un manque de cohérence, et donc ils peuvent te refuser ton visa. Il faut donner vraiment un maximum de détails, mieux vaut plus que pas assez. Donc dire que tu vas passer 1 mois à Kyoto ou visiter 3 temples, c'est largement insuffisant.
il va falloir dire comment tu t'y rends, en train, en voiture, le prix que ça va te coûter, sur place, où est-ce que tu vas être logé, encore une fois le prix. T'es pas forcément obligé de détailler les activités à chaque fois matin, après-midi, mais il faut quand même en dire le plus possible en fait, avec à chaque fois une estimation du prix. Et pareil, il faut pas mettre juste des temples les plus connus, sinon ça fait vraiment celui qui s'est pas renseigné plus que ça. Tu peux mettre des activités culturelles, les festivals locaux, des exhibitions, des cours, des activités culturelles, des compétitions sportives. Tu peux aussi dire si tu comptes t'inscrire dans une école de langue. Et en fait, cet exercice permet à la fois de voir si tu as vraiment réfléchi ton projet, mais surtout si tu as conscience toi-même de si ton projet est réaliste ou pas. Et même pour toi, en fait, en faisant cet exercice, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses que tu n'avais pas réalisées au début. Et c'est vraiment un exercice qui permet de rentrer dans le concret, et c'est plutôt pas mal en fait, parce que ça peut t'éviter aussi beaucoup de mauvaises surprises si tu ne t'étais pas préparé. Et l'exemple, c'est si tu dis que tu vas 1 an là-bas, que tu vas passer ton année en road trip partout au Japon, et que tu pars qu'avec 4500 €, c'est-à-dire les économies sur ton compte, et que tu ne comptes pas travailler, là ils vont se demander comment tu vas financer ton voyage. Et c'est ce type d'incohérence-là qui peut être un motif de refus. Donc tu as compris, s'il y a un maître mot à respecter, c'est vraiment la cohérence de ton projet. La 4e étape, ça va être de déposer ton dossier à l'ambassade le jour J. Donc le jour où tu es convoqué à l'ambassade, tu as reçu un mail, normalement. Tu apportes ton dossier complet à l'ambassade, on va vérifier tes documents, on va peut-être te poser quelques questions simples, mais ça s'arrête là, et c'est terminé. Et là, tu n'as plus qu'à attendre, donc 5 à 10 jours ouvrés, c'est l'étape 5, ça va être d'attendre la décision. Et enfin, la dernière étape, ça va être de récupérer ton visa à l'ambassade et de préparer ton départ. Donc tu vas pouvoir récupérer ton passeport directement à l'ambassade, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir préparer ton départ pour le Japon, donc ton hébergement temporaire, tes démarches administratives, tes objectifs, etc. etc. Maintenant, quelques petits conseils avant de partir qui peuvent être utiles. Si jamais tu as l'intention de conduire au Japon, n'oublie pas qu'il te faudra un permis international qui est obligatoire, puisque ton permis japonais, enfin ton permis français, n'est pas reconnu au Japon. Donc il faudra que tu fasses ces démarches-là en plus. N'oublie pas non plus de retirer du cash, parce que tes cartes bancaires, il faut voir si ça fonctionne au Japon, si tu as des frais en plus ou pas, mais dans tous les cas, retire du cash avant, comme ça t'es tranquille, tu peux le faire dans des bureaux de change à Paris par exemple avant de partir. N'oublie pas non plus d'avoir une carte SIM avec un numéro japonais, même s'il y a moyen de garder ton numéro français, WhatsApp ou d'autres applications, il faut quand même avoir un numéro japonais, c'est plus pratique, surtout pour tes démarches là-bas. Tu vas aussi avoir des démarches obligatoires à faire au Japon, t'enregistrer à la mairie, ouvrir un compte bancaire japonais, obtenir ta carte de transport. Donc pense aussi à ça avant de partir. Et renseigne-toi également bien sur le logement au Japon. Est-ce que tu veux un appartement classique qui peut être vraiment difficile si tu n'as pas de revenus japonais, si tu n'as pas de garant au Japon? Il faut aussi verser plusieurs mois de loyer d'avance. Ou est-ce que tu préfères être dans une share house, qui pour moi est la situation idéale puisque tu as beaucoup moins de paperasse, beaucoup moins de démarches à faire. Il n'y a pas forcément besoin de garant, c'est beaucoup plus flexible, c'est aussi beaucoup moins cher, donc c'est parfait pour commencer. Dans tous les cas, n'arrive pas au Japon les mains dans les poches, ça peut être un peu compliqué, donc essaye de trouver une solution, comme ça tu auras moins de charge mentale, ce sera plus facile quand tu arriveras directement sur place. Voilà, tu connais maintenant les 6 étapes essentielles pour maximiser tes chances d'obtenir ton PVT au Japon. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, je te dis à très bientôt pour la suite.